La conférence aujourd'hui en l'absence d'Option Poche. Donc je suis Rémi Georges, je suis le directeur du CFPH d'Écully. Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Anne-Laure Marc et Élodie Desmarais qui organisent ces conférences et qui font que ça se déroule toujours très bien. Donc je voudrais vraiment les remercier. Et je sais qu'elles sont déjà en train de préparer le cycle de conférences de l'année prochaine. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est Xavier Hooker qui va présenter cette conférence. Donc elle se présentera, mais c'est la première fois qu'un intervenant est issu de ce qu'on appelle la communauté éducative de l'établissement. Ça montre qu'il y a quand même de la compétence, alors pas seulement en formation, mais il y a aussi de la compétence technique et de l'expertise dans l'établissement. Et c'est ce que l'on veut développer de plus en plus, c'est d'avoir un peu ce centre de ressources, alors à la fois pour nos jeunes, et puis à la fois pour nos partenaires, les partenaires de notre établissement. Donc merci beaucoup Xavier d'avoir pris du temps pour participer à ces conférences. Et je sais que tu as prévu large, donc je te laisse la parole tout de suite. Bien, bonjour, merci d'être là. Juste préciser dans les présentations pourquoi c'est moi qui me colle. Tout simplement, en fait, l'idée c'était que le RATO soit présent dans ce cycle de conférences, puisque le RATO est une station d'expérimentation interprofessionnelle et qui travaille notamment sur tout ce qui est, en effet, palette végétale et tests sur les végétaux qui sont présentés par des planteurs, donc des créateurs de variétés. Et mon rapport avec le RATO, c'est que l'établissement est administrateur, fait partie des membres du conseil d'administration du RATO, et j'ai la chance et l'honneur de faire partie de ce qu'on appelle la commission d'orientation des programmes. Donc, c'est-à-dire qu'on participe à l'élaboration des journées d'information qui sont en ce moment très centrées sur comment répondre aux nouveaux enjeux dont on va parler tout à l'heure. Et puis, je suis assez présent au RATO pour un ensemble de partenariats et notamment très impliqué dans le partenariat qui se fait avec le parc de la Tête d'Or, où il y a déclinaison d'espèces et présentation au grand public avec l'idée d'apprendre aussi du grand public ce qu'ils attendent de la gamme végétale. Voilà pourquoi c'est moi qui jouerai aussi aujourd'hui le porte-voix. Et mon idée sur cette présentation, c'était de s'interroger sur qu'est-ce qui impacte la gamme végétale. L'idée du sujet est extrêmement large, comme la palette végétale, des photos. Donc en fait, la palette végétale, ça peut être un sujet très vaste et je ne voulais pas rentrer dans le catalogue. Ça aurait pu être simple, on fait copier-coller sur des pages de bouquins ou des pages internet et puis on mixe espèces. C'était pas mon idée, mon sujet. Je voudrais qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui impacte réellement la palette végétale. Qu'est-ce qui fait que demain, on ne plantera pas forcément ce que l'on plantait hier et peut-être même pas ce que l'on plante aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous demander qu'on prenne ensemble un pacte de hauteur et donc qu'on se mette en réflexion sur ce qui va demain jouer sur le type de végétaux que l'on plante. Donc, on va prendre un petit peu de recul et pareil pour le décollage. Bien, les nouveaux enjeux de cette gamme végétale. Quelles sont les tendances de fond en fait? Qu'est-ce qui est profond dans les attentes des clients, les attentes de la société sur cette gamme végétale? Comment comprendre les forces qui agissent là-dessus, sur ce commerce-là, sur cette filière-là, sur ces métiers-là? Et puis ensuite, on va prendre quelques exemples d'espèces, mais comme je vous ai dit, je ne voudrais pas être dans le catalogue. Donc on va illustrer ce qu'on aura dit avant par quelques espèces qui vont bien. Ok? Bien, les principaux enjeux, moi j'en vois trois. Vous ne crevez pas les yeux sur la diapo. L'idée c'est de retenir trois enjeux. Il y a le premier enjeu qui est un enjeu sociétal et psychologique. Les gens sont en train de changer leur façon de consommer la plante. On va voir, c'est intéressant, il se passe beaucoup de choses. Deuxième enjeu, c'est l'urbanisme. On est de plus en plus nombreux dans les villes. Très bientôt, on sera plus de 70% de la population mondiale dans les villes. Donc il y a un enjeu autour des villes qui est énorme. Voilà. Et ça va impacter aussi sur qu'est-ce qu'on fait de la ville et comment on met de la plante en ville. Et puis troisième point, c'est ce fameux réchauffement climatique. Voilà. C'est plus une proposition, une supposition, c'est un fait, on le verra. J'ai quelques éléments qui nous viennent du GIEC qui sont très intéressants à regarder. Là aussi, se mettre un peu en élévation et comprendre qu'est-ce qui va nous arriver. Voilà.
Donc finalement, on a un enjeu social et psychologique, un enjeu un peu politique, hein, qu'est-ce qu'on va faire dans la cité, politique, c'est la gestion de la cité, et qu'est-ce qui va se passer au niveau réchauffement, et ensuite, comment on peut y répondre par des plantes. La nouvelle consommation du végétal. Eh bien, jusqu'à récemment presque, l'idée du végétal, c'était l'idée du beau, on mettait une plante, pour que ce soit joli. C'était pas que ça, mais c'était beaucoup ça. Et en fait, maintenant, les gens, à travers la plante, cherchent un sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais? Alors, si je suis venu aussi vous parler aujourd'hui, c'est parce que ça fait pas mal d'années que je suis producteur, horticulteur détaillant, et je me pose la question de qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que mes clients attendent, hein? Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les clients ne demandent plus la même plante qu'hier. Et quand je dis hier, c'est il n'y a pas longtemps, il y a entre 5 et 10 ans. Et pourquoi ils ne demandent plus la même plante? Parce qu'ils veulent que cette plante serve à quelque chose ou leur fasse faire quelque chose. Et c'est ce que j'ai appelé pompeusement la plante comme média de participation à la marche du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je fais sur cette planète pour être utile ou faire quelque chose d'utile, okay? Les gens se posent de plus en plus cette question. Comment je peux faire quelque chose d'utile? Et sous-entendu, souvent, c'est comment je peux faire quelque chose d'utile à l'environnement. Eh bien, face au réchauffement climatique, individuellement, on peut moins prendre sa bagnole, on peut prendre les transports en commun, mais on a vraiment la sensation d'être une toute petite goutte d'eau. Et il y a tout un tas de problématiques comme ça où on a la sensation de pouvoir peser très peu. Et donc, les gens ont envie d'être dans une démarche un peu utilitariste autour de la plante. Je fais quelque chose avec ma plante. J'apprends à mes enfants à respecter l'environnement à travers une plante, etc. Donc je participe à quelque chose qui est en train de se passer avec des plantes. Donc les plantes, c'est plus seulement pour faire beau, c'est pour participer à quelque chose. Ensuite, le processus d'incorporation. Alors, c'est là que ça devient amusant. En fait, de tout temps, on est mu par un atavisme particulier qui consiste à sentir, savoir qu'on devient un peu ce que l'on mange. Voilà. Ça, c'est très présent dans l'humanité, puisqu'en fait, ça s'appelle le processus d'incorporation. Ça va de la communion chrétienne avec l'hostie, manger, ceci est mon corps, jusqu'à les premières, dévorations cannibales quand on mangeait l'ennemi. Il y a des peuples premiers qui mangeaient le corps de celui qui avait été abattu dans une conquête pour en retirer la force et l'énergie. Et donc depuis tout le temps, les hommes sont instinctivement dans l'idée que ce qu'ils mangent rentre en eux et les fait devenir quelque chose. Et ça, c'est prégnant dans toute personne depuis sa naissance. Pourquoi? Parce que le premier rapport à l'autre, c'est une consommation. Le premier rapport de l'enfant à sa mère, c'est l'allaitement. Et à partir de ce moment-là, on entre en relation avec les autres, on devient l'autre parce qu'on mange. L'enfant devient un humain, devient potentiellement un adulte plus tard parce qu'il mange. Entre autres, il mange quelque chose que lui donne son parent. Et donc il y a la première relation, c'est ça. Et alors vous allez dire, bah oui, mais maintenant depuis qu'elle est biberon, c'est plus simple. Mais tout père qui a donné le biberon à son enfant sait qu'il se passe quelque chose de relationnel, même à travers un biberon. Donc en fait, cette idée qu'on mange, on devient un peu ce que l'on mange, est devenue une force qui agit sur le fait que les gens maintenant ne veulent pas seulement un bégonia parce que c'est beau, mais ils sont peut-être plus prêts à le manger. Cette idée du manger est devenue importante. Pourquoi? Parce que les gens se sentent dissous dans un monde un peu globalisé où ils ne savent plus quels sont les rapports entre eux et leurs voisins, entre eux et leurs proches, et ils se disent que si on mange la même chose, on va se ressembler. Et du coup, de plus en plus, les gens s'intéressent plus aux légumes et à ce qu'ils vont manger qu'à ce qui fait joli dans la cour ou dans la ville. Parce que c'est pas ce qu'ils mangent ensemble qu'ils se rapprochent et qu'ils se ressemblent. Ok? Je l'avais dit, on va décoller. Donc du coup, il y a tout un tas de rôles qu'on donne à la plante qui sont au-delà du beau. Ensuite, puisqu'on est dans ces rôles, la plante, on lui a donné plein de fonctions et les gens s'intéressent à la fonction de la plante, on verra tout à l'heure. Ce que j'ai appelé les plantes tertiaires, c'est que maintenant, on leur demande de faire plein de choses à ces plantes. Et on s'intéresse à ces plantes qui font plein de choses. Et puis enfin, ça c'est plutôt pour l'anecdote, c'est plutôt rigolo, on s'aperçoit que les gens s'intéressent aux plantes connectées et qu'ils se créent tout un tas d'objets, de gadgets autour de la plante qui font que les gens n'utilisent pas la plante comme telle, mais juste comme la nouvelle console vidéo. Voilà. Alors, voilà, ça c'est juste un exemple, hein, on va pas dire non sur l'aloe vera, mais c'est juste une pub sur le gel d'aloe vera et on voit que, c'est ce que j'ai mis sur la diapo qui dit mieux, quoi. C'est-à-dire que maintenant, pour vendre une plante, donc là c'est pas une pub pour de la cosmétique, hein. C'était une pub pour des gens qui vendent des aloe vera en disant que le gel, vous savez quand on coupe la feuille ça fait un truc un peu gluant, ce gel là il fait tout ça.
Donc c'est magique. Alors on est rejoint par la pensée magique maintenant dans les plantes. Et en fait, qui dit mieux que l'aloe vera pour cette plante qui soigne, qui nourrit, qui fait de la cosmétique, qui fait tout ça? Eh bien, de plus en plus, le client recherche ça. Une plante qui lui fait plein de trucs. Okay, et en fait, tout à l'heure, quand je disais qu'on change de consommation, c'est-à-dire que maintenant, les gens s'attendent à consommer la plante en la mangeant, en l'infusant, en la respirant. Vous avez entendu parler de toute cette tendance sur les plantes dépolluantes, sur les plantes qu'on met chez soi pour dépolluer. Les gens ont la sensation qu'au contact de la plante, c'est une sensation assez avérée, hein, mais qu'au contact de la plante, ils vont en retirer un bien pour leur corps et même pour leur esprit. Donc du coup, ils sont en recherche d'une plante hyper investie dans toutes ces missions-là. Okay, et c'est pour ça que j'ai fait une petite blague avec la plante couteau suisse. Hein. Si on pouvait faire tout avec une plante, voilà, il y aurait cette envie-là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, quand on mange ensemble, on fait communauté. Et c'est ce que j'avais intitulé sur la diapo tout à l'heure, c'est la communauté des cueilleurs urbains. C'est-à-dire qu'on a parlé pour la partie néolithique, les chasseurs-cueilleurs, okay, l'homme il était chasseur-cueilleur. Et maintenant peut-être qu'il sera cueilleur urbain, c'est-à-dire qu'il se ressent en communauté parce qu'ils ont le même environnement et ils vont manger la même chose sur les arbres ou sur les vignes. Et en fait, ça procède de cette idée que, voilà, je mange la même chose, vous savez, le mot copain. Le copain, c'est celui avec qui on partage le pain. Okay, donc on partage le pain, donc on se sent proche. Okay, et en fait, dans des sociétés qui actuellement perdent cette idée de communauté, hein, vous savez que la communauté c'est un peu délité. Avant il y avait des communautés syndicales, il y avait des communautés peut-être plus familiales, il y avait un certain nombre de noyaux communautaires qui se sont dissous. Je ne sais pas si c'est mal ou c'est bien, c'est comme ça, ils se sont dissous. Et une bonne partie de l'humanité est en recherche de communauté. Parfois violemment, c'est le fondamentalisme religieux, c'est un certain nombre de réflexes politiques où on se resserre sur sa communauté. Bien. Eh bien, le monde végétal n'est pas du tout exempt de ce mouvement-là. Voilà. C'est l'idée de tous ces jardins partagés. C'est l'idée de tous ces espaces partagés où on va faire des légumes pour manger la même chose ensemble, qu'on aura cultivé ensemble, etc. Et c'est pourquoi je vais dans cette réflexion-là, c'est pour dire que cette idée du paysage comestique, de manger ce qu'on fait pousser, de remplacer le géranium du balcon par une tomate, ça procède de quelque chose d'extrêmement profond. Ça procède de quelque chose d'extrêmement profond, donc c'est très fort. Et puisque c'est très fort, c'est pas juste une mode, ça va pas durer 5 ans. Voilà. Et à tel point que si je reviens à la diapo où on était à l'instant, ça, je ne sais pas si peut-être certains l'auront reconnu, c'est une plaquette publicitaire d'un gros groupe de pépiniéristes en Anjou. J'ai tout dit, hein, ceux qui connaissent un peu le métier, ça fait qui c'est. Voilà. C'est quand même l'un des plus gros groupes de pépiniéristes après Kérisnel en Bretagne, hein, et avec Kérisnel en Bretagne. Et en fait, voilà, maintenant c'est ça leur pub, quoi. C'est pas forcément montrer un cyprès l'élan, quoi. Ça y est, c'est fini ça. Ils sont sur qu'est-ce qu'on va mettre dans les villes. Vous voyez, la petite illustration qu'on a, c'est clairement ce qu'on pouvait voir aujourd'hui en fleurissement, en fait, dans une ville, un gros bac avec un arbre et puis au pied des fleurs, quoi. Ben là, ils proposent une autre alternative, un autre monde, quoi. Et on a quelques exemples de végétaux qui sont proposés. Vous voyez, à part le framboisier, on n'est pas dans les classiques. Hein. L'idée, c'est aussi d'être dans les pâtes, on fait des nouveaux trucs, on fait des nouvelles plantes, en tout cas des choses qui n'étaient pas habituelles. Voilà pour le côté manger. Ok. Et après, dans cette idée que la plante, on va lui donner des rôles, on lui donne tout type de rôles. Et les gens s'intéressent à plein de choses. Aujourd'hui, moi, quand je vends une plante à la serre, si je dis juste c'est beau, ouais, ça sent bon, ça attire les abeilles, ça fait quelque chose d'autre, votre plante, parce que c'est beau, ouais. Ok. Donc on va largement au-delà de ça. Donc maintenant, on parle de plantes de service, c'est-à-dire des plantes qui rendent des services. C'est pour ça que je me suis amusé à appeler ça des plantes tertiaires. On cherche à ce qu'elles soient non seulement couvre-sol, mais en plus qu'elles se désherbent toutes seules. C'est ce qu'on appelle les plantes allélopathiques, on en parlera tout à l'heure. Ce sont des plantes qui tuent leurs concurrentes. Okay, soit elles sont télétoxiques, c'est-à-dire qu'elles émettent une substance qui empêche les graines de nos herbes de germer. Soit elles sont allélopathiques par des exudats racinaires, c'est-à-dire qu'elles tuent la concurrente. Par exemple, je sais pas, on va au milieu d'une touffe, il y a autre chose qui pousse, elle l'intoxique. Donc on leur demande de couvrir le sol, mais en plus de tuer les voisins. Voilà. Il y a des plantes qui sont considérées comme insectifuges, nématifuges. Alors je dis fuge plutôt que cide. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu prouver qu'une plante, par exemple l'œillet d'Inde,
Tout le monde pense que ça tue les nématodes, ou ça tue ceci. C'est pas forcément prouvé, par contre on sait que ça les éloigne. Et il y a un truc qui est amusant, l'œillet d'Inde. L'œillet d'Inde, il y a moins de 5 ans, était complètement ringardisé. Donc ça veut dire que depuis les années 90, l'œillet d'Inde, on en vendait de moins en moins. Nous, ça ne nous fâchait pas. Bon, c'était facile à faire, c'était dommage. Mais bon, voilà, c'est tout, ça changeait, on ne faisait plus d'œillet d'Inde, ou très peu. Et maintenant, c'est ma première plante à massif vendue en Godet. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'achètent pas l'œillet d'Inde pour faire joli, hein, tout le monde en convient, c'est esthétique, c'est pour... bon, voilà. Mais ils mettent de l'œillet d'Inde dans les tomates. Voilà. Plante 3 tomates, 10 œillets d'Inde. Et parce qu'ils ont lu quelque part sur internet que ça situe bien la tomate. Des fois c'est très vague et on ne sait pas pourquoi. La seule chose qui est avérée sur l'œillet d'Inde, c'est qu'il est nématifuge. C'est-à-dire qu'il repousse les nématodes qui pourraient manger les racines des tomates. Sauf qu'un particulier qui a des nématodes chez lui, je me le dis. Voilà, hein, on n'est pas sur des monocultures de tomates depuis 20 ans dans la même terre où on risque d'avoir des nématodes. Il y a plein d'autres problèmes qui viennent sur la tomate avant chez le particulier. Avant c'est des nématodes. Néanmoins, ce que les gens ont retenu, c'est œillet d'Inde plus tomate, waouh. Voilà. Donc du coup, ben moi je revends l'œillet d'Inde, je suis content, c'est facile à faire, voilà, ça va vite. Mais voilà le changement intéressant et qui est lié à tout ça, qui est lié à l'idée que je veux manger des tomates et plus faire seulement des fleurs, et je veux à côté une fleur, mais pas seulement une fleur pour une fleur qui rend service. Bien, ensuite, il y a l'idée des purins, les gens sont de plus en plus informés là-dessus, puisqu'ils se sont informés sur le maraîchage, ils se sont informés sur des méthodes alternatives, donc ils s'intéressent aux purins, aux décoctions, à tout ce qui peut soigner la plante par des plantes. Des plantes génératrices de biodiversité. Il faut savoir que quand on crée de la biodiversité végétale, on crée ce qu'on appelle une biodiversité induite. C'est-à-dire je mets une plante, elle va peut-être attirer un insecte ou un oiseau. Okay, donc on multiplie comme ça la biodiversité. Et là j'ai pris un petit exemple, on voit une grosse chenille là, qui monte sur une tige de fenouil. C'est la chenille du macaron, c'est un gros papillon là, qui commence un peu à se raréfier. Et puis ben, les gens ont appris qu'en mettant des fenouils et des rues, on arrive à faire venir le macaron. Voilà, donc l'idée, c'est de participer à la protection, à la conservation des espèces. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens se disent « Qu'est-ce que je peux faire avec mes plantes pour participer à quelque chose ?» Okay, donc ils investissent les plantes de ça aussi. Et puis, ils commencent à savoir que certaines plantes attirent des bestioles qui, elles, mangent les pucerons, les tripes. Donc, il y a un intérêt aussi. Après, on attend que les plantes soient épuratrices. C'est-à-dire que la première plante bientôt vendue en plante verte, ça va redevenir le chlorophytum. Pareil, le chlorophytum a ringardisé terriblement depuis les années 2000, quoi. Mais ce chlorophytum, il revient. Maintenant, on n'en a jamais assez parce que les gens ont vu sur internet, vous savez, il y a eu une étude de la NASA qui dit que voilà, ça épure parce que en fait, la NASA s'est dit on va envoyer des gens très longtemps dans l'espace, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça renouvelle un peu sans mettre des énormes systèmes d'épuration. Donc ils ont prévu de mettre des plantes dans leur navette, mais ils ont pondu un rapport qui circule beaucoup sur internet. Et la culture internet fait que tout le monde se profite de ce rapport. Et moi j'ai des clients qui arrivent à la serre avec le papier, voilà, la NASA dit que le chlorophytum c'est top, donc je veux un chlorophytum. Bon. Il y a un nouveau mode de consommation, quoi. Voilà. Les gens ont une culture qui provient d'Internet et ça répercute sur la consommation. Donc, on attend que ces plantes épurent l'air, mais pourquoi pas l'eau, le sol. Et là, par contre, on parle de travaux là très sérieux, la filtration du sol, il y a des entreprises, il y a des recherches qui sont là-dessus. On sait que maintenant, il y a des plantes qui vont capter certains minéraux. Il y a une arabette, par exemple, qui est utilisée par les vignerons pour attraper le cuivre du sol. Alors, on résout le problème que très partiellement, parce que cette plante-là, hop, elle se charge en cuivre, et puis qu'est-ce qu'on fait de la plante? Bon, eh ben, on la fauche et on la met en déchet. Bon. Mais au moins, on a sorti, de façon naturelle, le cuivre du sol. Et ça intéresse les vignerons, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas passer le sol dans une machine pour enlever le cuivre. Hein. Donc du coup, il y a des méthodes, ça, on attend des plantes aujourd'hui qu'elles aient ce rôle-là. Et puis, eh bien maintenant, il faut que les plantes soient éducatives et ludiques. La plante, elle sert à quelque chose. Et elle sert à mes enfants. Donc, pour schématiser, il y a à peu près 10 ans, moi, mon client en plante de légumes, c'était un monsieur, globalement, qui avait plus de 50 ans, et qui venait avec sa liste, et qui disait, voilà, je voudrais 50 tomates de cette variété-là, 30 de celle-là, et il faisait un gros jardin. Il en donnait à toute sa famille, il en donnait à toute la rue, et il faisait un potager. Maintenant, mon client le plus fréquent, ça ne veut pas dire que ce monsieur-là, il ne continue pas à venir me prendre des légumes, mais mon client le plus fréquent en légumes, c'est un monsieur qui a à peu près mon âge, qui a un môme au bout du bras quand il rentre dans la serre, et qui prend une tomate bleue, 3 tomates oranges, 4 tomates cerises, et qui fait ça dans un bac sur le balcon. Voilà. Et c'est devenu mon client le plus fréquent en légumes. Et je ne suis pas le seul, en fait. C'est là que vient l'expérience du râteau, c'est-à-dire que quand on discute avec les autres professionnels de l'horticulture, on sait que maintenant il y a une nouvelle clientèle pour le plan de légumes, et que c'est très fort, parce que cette clientèle, elle, a un petit peu elle est dans la phase haute de sa vie professionnelle, hein, elle est en train de progresser, elle commence à avoir du pouvoir d'achat.
Et puis ils ont des enfants, et puis voilà, ils font des légumes avec leurs enfants, et ils ne rechignent pas à acheter à côté une fleur, un arbre. Voilà, ils font leur jardin parce qu'ils viennent d'accéder à la propriété. Donc voilà, c'est un client intéressant parce qu'il va venir pour 3 tomates, puis il va prendre plein d'autres choses. Bien, donc ces plantes, il faut qu'elles soient éducatives et ludiques, parce que le client, il veut que son gamin, il voit pousser une tomate. C'est pas tellement parce qu'il va faire des kilos de tomates, contrairement au petit monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, s'il a 3 tomates, il est content. Mais c'est parce qu'il va apprendre quelque chose de son gamin. Et il sera, et ça n'a pas de valeur. À la limite, la plante, la tomate, du coup, on ne regarde pas si elle coûte 70, 80 ou 1 euro, 70, 80 centimes ou 1 euro. Parce qu'elle rend un service qui est au-delà du kilo de tomate. Alors que la personne qui fait vraiment un potager, lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il m'achète une salade? Il va regarder si le coût du plan de salade justifie qu'il les fasse lui-même. Sinon, autant aller au supermarché ou au marché ou à la Biocoop acheter une salade déjà faite qui coûte peu de centimes. Hein, voilà. Mais néanmoins, c'est très fort. Il y a un élément d'actualité très proche. Là, je ne sais pas si vous avez vu dans le déclin autour de nous, là, il y a un botanique qui a mis des gros 4x3. Un 4x3, ça coûte 250 à 300 euros le mois. Hein, juste un 4x3. Ils ont mis des dizaines autour de Dardy et Cully. Et qu'est-ce qu'ils ont mis sur ce 4x3? La salade à 99 centimes. La salade bio à 99 centimes. Voilà. Une salade, même bio, vous l'achetez en supermarché, elle n'est pas loin d'1,20 €. Enfin, ça va dépendre de la saison. Au début, elle est beaucoup chère, mais après, elle va glisser vers 1,15 €, 1,20 €. Donc, vous voyez le plan à 99 centimes? Eh bien, c'est parce que, là encore, on est sur l'idée que cette salade, elle n'est pas juste là pour manger. Elle est là pour faire quelque chose, participer à quelque chose. Voilà. Et puis, apprendre aux gamins comment pousser une salade. Voilà. Bien, ensuite, maintenant, les plantes elles participent aux thérapies. Hein, il y a des recherches qui ont été intéressantes, qui ont été faites sur les jardins thérapeutiques, ou notamment dans les zones, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on va chercher le terme. Les gens qui ont une pathologie d'Alzheimer, eh bien, le contact, le goût, l'odorat, hein, cette fameuse Madeleine de Proust, on se souvient mieux de ses souvenirs, de ce qu'on a vécu, quand on retrouve aussi des sensations olfactives, tactiles, etc. Donc, du coup, on attend des plantes qu'elles aident ça aussi. Et puis, il y a même des usages vétérinaires, c'est-à-dire que maintenant, on achète de l'herbe à chat, on achète du. Vous voyez le chat qui dort là, c'est dans un. Dans un. Une catère, ouais. Donc, en fait, il est en train de dormir dans une plante qui est odorante, et il adore ce parfum. Népétale. Il est en train de dormir dans cette plante-là, et donc les gens disent ouais, voilà, il y a une plante, là, les chats aiment bien se coucher dedans, est-ce que vous l'avez voilà. Donc, vous la vendez dans un pot, on voit un petit chat dessiné dessus. Voilà. Et en fait, voilà, il y a aussi la plante pour les tortues, le calisiac. Les tortues mangent, il paraît que c'est super bon en vitamines, machin. Il y a quelques années, on ne se souciait pas de savoir si la tortue avait des vitamines. Hein, voilà, bon. Et maintenant, c'est devenu un souci. Okay, donc voilà, tout ça, ça impacte très fort. C'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et puis, dernier élément de ce changement de consommation, eh bien, on vit connecté. Hein. Donc, on vit connecté avec son Facebook, on vit connecté avec son téléphone, on vit connecté avec la télé, avec sa console de jeu, avec Internet. Et puis, même maintenant, pourquoi pas avoir la plante connectée? Donc, ça, c'est en train de pousser très fort. Au Rato, d'ailleurs, il y a une expérimentation qui va se développer là-dessus. Et en fait, on vit connecté avec des plantes qui sont dans un système. Alors, vous voyez, il y a plus de plastique, d'électronique, de plantes. Le sujet final, c'est pas tellement la plante. Le sujet final, c'est je suis au boulot, et je regarde sur mon smartphone, oh, elle a soif. J'ai mis l'eau. Voilà, c'est ça, les gens s'éclatent comme ça. Ils se déconcentrent un peu aussi. Mais disons qu'il y a un côté un peu geek, regardez, c'est rigolo, voilà. Et ça, c'est tout bête, ça, c'est juste à côté. C'est le rayon de chez Boulanger. Vous voyez là, qui vend du chez vidéo, là, Boulanger. Ils ont un rayon plante connecté. Voilà, j'avais jamais encore vu ça. Je savais pas que ça commençait à faire des rayons dans des boutiques comme ça. Et donc, il y a un petit produit là, mais il y a. Alors, oui, il y a plus de matériel que de plantes. Hein. Donc, il y a une petite balance qui pèse la quantité d'eau dans le système. Si ça sèche, ça s'allège. Si ça s'allège, c'est que ça a soif. Et donc, du coup, ça vous met un petit message sur le smartphone attention, il y a soif. Voilà. Bon. Donc, ça c'est plus anecdotique, mais ça en dit sur ce que les gens font. Ils mettent de la plante partout maintenant. C'est la nouvelle console de jeu. Alors, les enjeux, un autre enjeu qui impacte fort la gamme végétale, c'est les enjeux de l'urbanisme. Je vais dire les nouveaux enjeux, non, des choses qui sont très anciennes, mais voilà. Comme je vous le disais, on est de plus en plus nombreux en ville, et la ville, ça reste un milieu contraint en termes d'espace en tout cas. Et il faut voir qu'en fait, il y a de plus en plus de monde sur des mètres carrés qui restent à la même surface incompressible. Donc du coup, il y a ce besoin
de rendre la ville plus vivable. On verra tout à l'heure les enjeux du réchauffement climatique, mais aussi les enjeux de la pollution, du bruit. Donc on a besoin de mettre plus de végétal sur la même surface. Or, il y a de plus en plus de monde. Et puis, il y a quelque chose, c'est pour ça que j'ai mis essence hors sol, c'est que je ne sais pas si vous connaissez un peu le concours Ville et Village Fleuris de France. Et il y a un cahier des charges pour obtenir les petites fleurs sur le panneau à l'entrée des villes qui a évolué, qui a considérablement évolué ces dernières années, vers plus de vivaces, vers plus de durable, avec des méthodes alternatives de désherbage, etc. Et notamment, est prohibé le hors-sol. C'est-à-dire que les jardinières accrochées sur un mur, ou les bacs, etc., c'est de plus en plus mal vu, et ça déprécie la note. Mais il y a un paradoxe là, c'est-à-dire qu'on a pas mal de béton, de plus en plus de gens au mètre carré, et on ne veut pas de hors-sol, ou en tout cas ce label-là le sanctionne négativement. Donc, je ne suis pas un fan des jardinières, même si ça fait faire un peu de boulot, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est qu'on veut d'un côté avoir plus de végétal au mètre carré, et puis d'un autre côté on dit bah oui, l'agriculture urbaine avec les cultures sur le toit, etc. Puis après on a d'autres choses qui impactent sur les attentes du fleurissement qui sont contraires. Donc là, il y a peut-être quelque chose à remettre en route ou pas. Et puis, la ville, il faut s'apercevoir aussi d'une chose, c'est que bien souvent, on a fait le constat, je l'entendais encore ce matin à la radio sur les oiseaux. Les oiseaux en milieu urbain et les insectes, ça a été démontré, vont parfois mieux en ville qu'en campagne. Pourquoi? Parce que des fois, les pesticides font plus de mal que le béton. Et notamment, si on regarde sur la zone, ici, dans le déclin, on a le bourreau-pivoine, qui est un oiseau qui a régressé de plus de 60%. À l'échelle de la France, et notamment à cause des pesticides et de l'homogénéisation des pratiques agricoles. Eh bien, pourquoi il est présent ici? Parce que dans la zone du déclin, il y a des haies qui ont été pensées avec des espèces qui alimentent les oiseaux, qui ont été pensées avec des espèces proches des espèces autochtones. Il y a un cahier des charges qui est assez serré sur certaines entreprises. Et en plus, on a des systèmes de triple haies, voilà, 3 linéaires de végétaux. Donc ça fait une très belle trame pour la nidification de ces oiseaux-là, qui sont arbusticoles. Et donc, du coup, ils ont le gîte couvert et une alimentation qui est pertinente par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc, on observe des choses intéressantes, puis ces espaces sont gérés avec peu ou pas de produits phytosanitaires. Et ensuite, sur les abeilles, le constat a été fait. Bon, peut-être que le miel il est très pollué, mais les abeilles qui sont faites dans Paris ou dans Lyon ont parfois un état de la population qui est meilleur que des abeilles qui seraient faites en Bretagne ou en Beauce. Tout simplement parce que qu'est-ce qui détruit les abeilles? Même si ça leur fait peut-être pas du bien, mais c'est pas la pollution des voitures, c'est les néonicotinoïdes. Ils sont très présents dans les milieux agricoles ouverts. Voilà, parce que les néonicotinoïdes, on les met où? On les met sur le maïs. Voilà, on les met pas en ville. Donc en fait, on s'aperçoit qu'autour de la ville, il y a un enjeu écologique, il y a une réserve finalement écologique qui est un peu inattendue. Et d'ailleurs, vraiment, là, on vit dans un endroit qui en est la démonstration. C'est assez intéressant. Je vous engage, les jeunes, à ouvrir vos yeux et vos oreilles, à voir ce qui se passe. Au niveau faune, ici, c'est assez étonnant. Voilà. Donc, en fait, cette ville, si elle est pensée avec un peu d'espace vert, beaucoup même, eh bien, elle sera une ressource de biodiversité pour demain. Ensuite, il y a cette histoire d'anticipation d'entretien. C'est-à-dire que les villes ont toutes fait le constat qu'il y avait énormément de patrimoine arboré dans les villes et que c'était devenu un coût. En gros, un grimpeur élagueur sur un arbre, c'est entre 300 et 1000 euros par arbre, selon le travail fait. Hein. Bien sûr, c'est très large, c'est plus une fourchette qu'on dit, c'est un râteau. Je vous fais un truc très très large. Mais si vous dire, un grimpeur élagueur, déjà se déplacer pour 300 euros, il ne le fait pas. Donc il va le faire sur un linéaire où il y en a plusieurs. Voilà. Donc du coup, il y a des coûts qui deviennent sidérants pour une commune et qui vont bien au-delà des coûts du fleurissement. Pour fournir un certain nombre de communes en plantes annuelles de fleurissement, le budget est peanuts par rapport au global de la gestion de l'espace vert de la commune. Voilà. Donc ça, cette anticipation de l'aménagement et surtout cette anticipation de l'entretien, et notamment liée au patrimoine arboré, c'est devenu quelque chose d'extrêmement prégnant et c'est quelque chose qui joue beaucoup politiquement dans les décisions d'un conseil communal. Voilà. Ensuite, filtrer, capter les particules, il y a quand même une densité de véhicules dans les villes, même s'il y a des grosses démarches pour limiter, pour faire plus de déplacements publics, etc. Mais il y a quand même une émission de particules qui est importante. Et en fait, l'arbre est présenté comme la panacée. C'est-à-dire que l'arbre, c'est un gros filtre vivant, et quand l'air passe à travers des arbres, ça se filtre. C'est en partie vrai. Et notamment, on s'en aperçoit sur certaines espèces à feuillage un peu tomenteux,
bouleaux, tilleuls, etc. C'est assez efficace, on a une captation de l'air, une captation des particules fines qui les arrêtent. Voilà. Donc ça peut marcher. Par contre, il a été démontré qu'il y avait des effets inverses, c'est-à-dire que les arbres à port parapluie, ou à une taille qui a conduit à ce qu'ils aient un port un peu parapluie, font des effets au contraire de couvercle. Et on a une augmentation de la concentration des polluants sous ces arbres. Voilà. Et ça a été mesuré. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des arbres qui font un effet contraire, qui maintiennent la pollution stagnante dans un espace. Et du coup, ça fait que l'ensemble de cette réflexion, l'arbre, en gros, le filtre de la particule de la ville, c'est partiellement vrai. En tout cas, ça dépend comment c'est fait. Voilà. Et puis, de moins en moins de ressources. Vous avez tous un peu allumé votre radio, votre télé, vous savez que les villes perdent en budget, perdent en ressources allouées, et pour de plus en plus d'espace à gérer. Ça, c'est évident. Et puis après, il y a d'autres problématiques qui se font jour. C'est pour ça que je me suis amusé avec le jeu de mots sur les robinets. Il y a le robinet financier qui a tendance à se tarir, mais il y a aussi un autre robinet, tout simplement le robinet de l'eau. Là, je prends l'exemple du département de l'Ain, qui s'est retrouvé l'été dernier à devoir arrêter tous les arrosages de fleurissement. Voilà, il y a un grand nombre de communes qui étaient concernées dans l'Ain. La préfecture de l'Ain a choisi de stopper les arrosages sur le fleurissement, et notamment sur le fleurissement hors sol dans les communes de l'Ain. Ça a été une grosse peur, notamment pour les horticulteurs. Là, c'est du vécu au niveau du râteau, c'est-à-dire que la journée porte ouverte du râteau de 7 ans a été complètement orientée sur l'eau, comment économiser l'eau, trouver sur une commune qu'on réduit une consommation d'eau. Parce que le monde agricole consomme des centaines de milliers de mètres cubes d'eau dans le moment où une commune va utiliser quelques mètres cubes d'eau. Et donc, du coup, mais il y a cette idée d'exemplarité. C'est-à-dire que les préfets ont dit, oui, mais si ce n'est pas les communes qui commencent à montrer qu'on arrête d'arroser, qui le fera? Donc, la logique des préfets, ça a été d'arrêter les arrosages, de demander de faire un arrêt préfectoral pour arrêter les arrosages dans les villes. Le monde horticole a essayé de faire un peu de lobbying, notamment au niveau de la Fédération nationale des producteurs horticulteurs pépiniéristes, mais ça n'a pas suffi. Et ce qui a dramatisé les horticulteurs l'été dernier, c'est que les fermetures de robinets, les arrêtés préfectoraux, tombaient au moment où les factures des horticots arrivaient dans les villes, quoi. Dans la boîte des communes. Donc ça faisait un peu mauvais effet, quoi. Ça tombait mal, quoi. Voilà. Donc ça inquiète énormément pour l'année prochaine le monde horticole, notamment sur tous ceux qui produisent des annuels pour les communes, parce que voilà, il y a cette pression-là, et les communes qui cette année ont tout laissé crever et tout laissé sécher dans le village, on ne sait pas comment elles vont reprendre leur fleurissement l'année prochaine. Bien, ensuite, il y a un certain nombre de changements pratiques là, qui ne sont pas nouvelles, mais voilà, il y a un gros appui sur la vivace. Il y a des communes, moi je connais l'exemple de la ville de Beauvais, qui est passée en fleurissement 100% vivace. Il n'y a plus aucune annuelle dans la ville de Beauvais. C'est des très très beaux résultats pour autant. Ça c'est l'extrême. Après, il y a d'autres exemples où en fait, il y a une trame de vivace, mais en tout cas la vivace elle va en coupe, et notamment dans les fleurissements communaux. Pourquoi? Parce qu'elle est réputée durable. Alors, pourquoi je dis réputée? Parce qu'il y a des choses vraies. Hein. Une vivace s'enracine sur plus de profondeur, donc du coup elle est moins dépendante des apports d'eau, etc. Mais à l'inverse, en termes de temps de travaux, au bout de quelques années, on constate qu'un massif de vivace a nécessité autant de travail que des massifs annuels. Alors certes, le massif annuel, il faut tout mettre à zéro 1 à 2 fois par an, et donc il y a un travail, il y a une main-d'œuvre, il y a l'usage de mécanique, pour tout mettre à zéro. Néanmoins, les vivaces, il y a du renouvellement, il y a une problématique de désherbage qui, au-delà des premières années qui sont gérées en paillage, devient compliquée après. Et c'est quelque chose qui est important, intéressant, mais néanmoins qui a des contraintes logiques. Quoi. Et par exemple, la ville de Beauvais n'a pas abaissé, c'était pas son souhait d'ailleurs, n'a pas abaissé le niveau de travail sur les massifs avec le passage à la vivace. C'est-à-dire que c'est autre chose, ils sont très contents, il y a une autre palette végétale, c'est intéressant, mais ils n'ont pas réduit le nombre d'heures. Voilà. Ce n'est pas ça la conclusion du travail en vivace. Voilà. Et puis maintenant, il y a toute une gamme de vivaces, c'est ce qu'on appelle les vivaces articularisées, on a des vivaces qu'on arrive à faire nos horticulteurs en 3 mois. Donc maintenant, il y a des vivaces qui peuvent se mettre dans le massif comme une annuelle. Alors si c'est pour reproduire la même logique, et ça se voit, des fois, des communes qui commandent de la vivace pour faire un massif annuel, bon, par contre, sur le papier, ça peut même être vivace. Mais là, c'est assez contestable. Et puis après, il y a cette mode, alors ça évolue selon les endroits, où on utilise beaucoup plus le binôme, le couple inerte, quoi, roche-graminée. Voilà, roche-graminée, c'est un peu la bête noire des horticulteurs, parce que ça forcément, c'est assez limité. Et en fait, c'est une solution parce que souvent ces espèces sont peu exigeantes en eau, en tout cas le catalogue qui est habituellement utilisé pour faire ces aménagements-là.
Ça devient un peu pauvre au niveau paysager parce que bah, c'est un peu limité, c'est redondant. Et par contre, on s'aperçoit que quand il y a des espaces comme ça à gérer en graminées qui commencent à s'enherber, là la gestion de l'herbe dans ces massifs-là devient très compliquée. Donc une solution, c'est pour ça que je laisse un point d'interrogation. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a cette gestion des sols, des couvertures. Il y a un recours au paillage qui est devenu général, et ça c'est bien heureux. Et puis il y a le recours à des espèces qui sont couvre-sol et qui se mettent même en tour d'arbre. Donc ça c'est intéressant, ça marche bien parce qu'en fait, ça apporte de la porosité au sol, c'est-à-dire qu'au lieu que le sol se compacte au fur et à mesure du temps, il reste vivant grâce à l'enracinement, à la présence de vie dans le sol. Et puis les plantes tapissantes qui sont par exemple en tour d'arbre vont être des vrais entonnoirs à matière organique. Ils vont choper des feuilles, des résidus, etc. Et ils vont permettre globalement une augmentation de la richesse en matière organique dans les sols qui sont concernés. Donc c'est un résultat qui est quand même intéressant. Par contre, il y a quand même une contrainte majeure, et notamment dans ces histoires de logique de tour d'arbre, c'est qu'on est dans des situations qu'on appelle des ombres sèches. C'est-à-dire qu'on est sur un arbre, certainement, l'arbre consomme une bonne partie de l'eau, et en plus on est dans des espaces où c'est plus ou moins entouré d'inertes, d'asphalte, etc. Donc la collecte de l'eau n'est pas toujours aisée vers la pente. Parce qu'il suffit que des fois la pente fasse que l'eau s'écoule sur le bitume et aille dans un caniveau, et la pente n'en vaut pas grand-chose. Bien, et donc cette situation d'ombre sèche, vous remarquerez que ça convient à peu de plantes. Et notamment, il y a le CAUE de 77 qui a apparu une liste de végétaux, et il y en a quelques-uns où ils mettent attention aux ombres sèches. Parce que le problème de l'ombre sèche, c'est que les végétaux d'ombre sont souvent des végétaux qui aiment plutôt les terrains frais, et à l'inverse, les végétaux xérophytes, plutôt de milieu sec, sont des végétaux qui sont plutôt de milieux ouverts, des milieux ensoleillés. Donc il y a un paradoxe qui fait qu'il y a une liste de plantes qui supportent l'ombre sèche qui est très courte, qui est assez juste. Voilà. Et puis, cette histoire de fleurissement des tours d'arbres et des trottoirs me fait une transition pour autre chose, c'est qu'on s'aperçoit, dans le milieu urbain, que la collectivité, la force publique, devient un opérateur parmi d'autres du végétal en ville. C'est-à-dire que les contraintes budgétaires faisant, il y a une forme de désengagement sur certains espaces, et ce désengagement est suppléé par le milieu associatif qui se saisit d'espaces qui sont oubliés, des friches industrielles, etc. Et il y a des nouveaux opérateurs du végétal en ville. C'est-à-dire que, notamment, il y a eu un certain nombre de démarches en ville autour et notamment sur la ville de Lyon, sur planter sur bord de trottoir, etc. Et on participe à l'idée que chacun doit s'investir dans son paysage. C'est pas mal, on rejoint cette idée de faire en commun, etc. Mais l'opérateur habituel du végétal en ville, qui était la commune, s'est dessaisi. Je ne sais pas si c'est mal ou bien, mais c'est un fait. Donc ça veut dire que ça a un impact là aussi sur la palette végétale, parce que les particuliers ne vont pas forcément mettre ce qu'aurait mis une commune. Voilà. Ou une association ne va pas forcément se tourner vers ce qu'aurait fait une commune. Et d'ailleurs, on le voit, parce que tous ces espaces deviennent plus ou moins des potagers urbains. Donc là, encore un impact sur ce qu'on va vendre. Et puis, cette grosse épée là, qui est le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, on parle beaucoup de réchauffement parce qu'on pense à la moyenne des températures. En fait, au quotidien, ça se traduit par un dérèglement climatique. Hein. C'est ce qui fait dire à Trump qu'en fait, le réchauffement climatique, je ne sais pas si c'est pas vrai, parce qu'il a eu froid cet hiver, donc il s'est dit, non, il n'y a pas de réchauffement. Bon, c'est parce qu'il y a plus un dérèglement qu'un réchauffement. Donc on est encore en présence d'à-coups. Hein. Même s'il y a une moyenne globale, on le verra tout à l'heure, la température augmente globalement, eh bien ça ne se traduit pas par j'ai plus chaud, je suis un t-shirt hiver. Non. Ça se traduit par on a des à-coups, on a des variations brutales, et on a des choses qui sont difficilement analysables à court terme. Voilà. Bien, on a une augmentation des températures, ça va avoir un impact sur la météorologie quotidienne, hein, et puis ça va avoir un impact sur la dynamique des ravageurs. Ça, c'est quelque chose qui va être très prégnant pour l'horticulture et le paysage de demain, c'est-à-dire qu'on va avoir des changements de dynamique de ravageurs. Par exemple, on s'aperçoit qu'on aura plus de générations sur certains ravageurs. C'est-à-dire qu'au lieu, là où ils faisaient 4 ou 5 générations dans l'année, ils vont en faire une de plus. Et une de plus, ça fait pas mal de monde. Et c'est déjà le cas sur le carpoclaps de la pomme. Le carpoclaps, c'est une petite bestiole qui fait des chenilles dans la pomme. Elle faisait 2 générations, et maintenant elle fait sa 3e. Par an, chaque année, au lieu d'en avoir 2, il y en a. Voilà. Donc ça, c'est très fort. Et du coup, ça va obliger à raisonner les végétaux qui peu sensibles à des ravageurs, parce qu'on sait que les ravageurs vont exploser demain. A l'inverse, la végétation va avoir un apport. C'est-à-dire que la végétation qu'on va mettre en ville va permettre de soulager, par exemple, les phénomènes caniculaires.
Il a été modélisé que le refroidissement lié à la présence des arbres pouvait atteindre jusqu'à 6 degrés. On peut gagner 6 degrés sur la chaleur ambiante dans une ville en période de canicule. Alors c'est intéressant parce que ces 6 degrés, c'est à peu près ce qui s'est observé sur la canicule de 2003 dans la ville de Paris, où il y avait des endroits en ville où localement il y avait 6 degrés de plus que ce qui était annoncé au thermomètre météo. Vous savez que les températures sont prises sous abri, mais on peut avoir quand même des effets locaux, ou dans une rue ou pas. Et on avait des endroits où il y avait 6 degrés de plus. Et à l'inverse, avec des arbres, on peut gagner ces 6 degrés. Alors vous allez me dire, oui, mais la température est prise sous l'abri, donc elle est prise à l'ombre. Donc l'arbre, c'est jamais que de l'ombre. Je vois pas en quoi c'est plus fort que la boîte qui contient le thermomètre de la station météo. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'arbre ne se contente pas de refroidir en faisant de l'ombre, il refroidit en évaporant de l'eau. Et ça, alors ça c'est plutôt intéressant à expliquer notamment à nos jeunes, il faut savoir qu'une évaporation, c'est un phénomène qui mange des calories. C'est un phénomène qui refroidit. Alors vous en avez l'exemple très facile à faire. Vous mettez une goutte de parfum sur le poignet et vous sentez que c'est froid. Okay. Pourtant le parfum, la fiole de parfum était chez vous à la même température que la chambre. D'accord. Pourquoi c'est froid? Parce que le parfum c'est de l'alcool, ça s'évapore à plus basse température que l'eau. Hein. Donc avec le contact avec votre poignet, ça fait évaporer la goutte de parfum, instantanément. Et bien cette évaporation d'un liquide crée du froid, si vous voulez. Ça enlève de la chaleur à votre poignet. Vous le ferez ce soir, hein. Vous mettez le parfum, vous verrez. C'est froid, c'est un contact froid, l'évaporation. D'accord. Et bien l'arbre, c'est une vraie machine à évaporer, parce que l'arbre, il cherche à être traversé par de l'eau. Donc il va évaporer énormément d'eau. Il fait de l'évapotranspiration, ça vous l'avez vu encore. Et donc, cette évapotranspiration, elle fait passer de liquide à vapeur des quantités phénoménales d'eau. Donc on mange des calories, on refroidit mieux. Et ça, c'est extrêmement efficace. Et si on devait le traduire par une machine, on aurait des machines qui seraient extrêmement consommatrices d'énergie, qui sont les climatisations. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'arbre reste un véritable climatiseur. Par contre, on s'aperçoit qu'à l'échelle d'une ville, c'est une influence peu étendue. C'est-à-dire qu'il faut multiplier ces climatiseurs. Parce qu'à l'échelle, on a modélisé que c'était 100 à 300 mètres. C'est déjà pas mal, 100 à 300 mètres. À l'échelle d'une rue, par exemple, c'est très bien. Okay. Mais autour d'un arbre, on a 100 à 300 mètres d'influence de cet abaissement de température. Par contre, à l'échelle de la ville, si on veut vraiment que la ville soit abaissée, là, il faut des quantités d'arbres. On en prend tout de suite. D'arbres ou autre chose, hein, murs végétaux, tout végétal fait cette action-là. Alors, les données du réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, c'est plus de la fiction, du débat, c'est du fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont de la prospective. Quel temps il va faire dans tant de temps, ça c'est de la prospective, on n'est pas sûr de tout. Mais il y a des choses qui sont déjà observées. On sait qu'on a augmenté de température de telle date à telle date jusqu'à maintenant déjà. Ok. Donc la fréquence des jours chauds augmente et la fréquence des jours froids diminue. Voilà, ça c'est un fait. Les minimales ont augmenté, on a tendance à s'imaginer qu'on va forcément crever de chaud, mais c'est surtout pour l'instant les minimales qui ont augmenté. C'est-à-dire qu'on a plutôt des hivers doux avant d'avoir des étés chauds. Mais quand même, on a des maximales qui augmentent dans le sud. C'est-à-dire qu'au nord de l'Europe, vous coupez l'Europe en deux, ça va pas être bon. Au nord de l'Europe, vous avez plutôt une augmentation des minimales, donc la température d'hiver est plus douce, et au sud de l'Europe, vous avez plutôt tendance à avoir des étés plus chauds. Le rapport du GIEC. Alors, le GIEC, c'est quoi? C'est le groupement interministériel d'études du climat. Okay. Et ce rapport prévoit une augmentation en fin du XXIe siècle, donc notre siècle, de 1,5 à 4 degrés. On verra qu'il y a des prévisions un peu plus particulières. Les précipitations augmentent aussi. Par contre, elles augmentent à certains moments et elles réduisent à d'autres moments. D'accord. Donc elles ont augmenté en hiver, créant inondations et autres dégâts. Et elles ont par contre baissé de 20% dans le sud de l'Europe. Et ça, par contre, on peut s'attendre à ce que ça remonte dans l'Europe. Enfin, oui, ça remonte vers le nord. Okay. Donc on a un abaissement de la pluviométrie d'été. Donc au moment où il y a des plus fortes températures, donc un stress hydrique qui va être considérable sur toutes les populations végétales. Et toujours avec cette prévision du GIEC, on arrive en France à 10% de précipitations hivernales en plus, 20% de précipitations estivales en moins. Une augmentation de la variabilité interannuelle, c'est-à-dire qu'on aura des années très pluvieuses, des années moins pluvieuses. Voilà, donc les années qui ne se ressembleront pas, et ça va s'accroître, cette histoire de bonne année, mauvaise année, j'allais dire. Et des périodes de fortes pluies plus fréquentes. C'est-à-dire qu'à un endroit où il tombait 1200 mm, au lieu que ça tombe sur l'année, ça va tomber en 3 mois. D'accord. Ça existe déjà, hein, ça peut se comparer. Par exemple, si vous regardez la pluviométrie de Biarritz-Pau, c'est la même que celle de Brest. C'est pas le même régime de pluie. Il y a plus d'orages vers Biarritz-Pau et plus de crachins à Brest. Ok. Mais cette histoire de régime de pluie, il va évoluer en faveur d'événements orageux, d'événements de fortes pluies temporaires. Ok. Et puis, la sécheresse a des augmentations en fréquence et en intensité.
Et ça, c'est un des événements les plus fréquents. Donc ça va avoir des impacts sur le développement des végétaux, ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire le développement au cours du temps du végétal. Ça va avoir des impacts très forts. Et par exemple, il y a eu déjà des observations, de 1970 à 2000, les dates de débourrement ont avancé de 6 jours. C'est quoi le débourrement là? Interrogez les jeunes un peu pour les réveiller. Ouais, c'est le phénomène qui, en gros, le bourgeon, il passe une phase de froid qui permet de fleurir. Alors quand il a été initié par le froid, il a une levée de dormance et donc il va débourrer, il va s'ouvrir tout simplement, il va commencer à partir en végétation, d'accord? Et donc ce débourrement, il a avancé de 6 jours. Sauf que les gelées tardives n'ont pas forcément réduit. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément plus de chaud tout le temps, c'est tout simplement des dérèglements. Et donc en fait, on a constaté là, je ne sais pas si vous avez vu hier encore les producteurs d'abricots de... C'est dans quel coin? Ils sont fait tout griller là. Il y a 3 semaines, quand il a fait moins 11 ici, c'est les producteurs d'abricots du sud-est qui se sont fait tout griller. Donc en fait, ce phénomène des débourrements est général. On a des arbres qui sont très précoces, finalement, en démarrage de végétation. Mais par contre, les gelées tardives, elles sont toujours là. Okay, et elles sont toujours aussi détruites ici. Voire plus, puisque les végétaux sont moins là. Et une grande part des espèces plantaires en Europe, alors ça c'est plus, en fait c'est déjà en train de s'adapter, mais on est déjà dans l'adaptation finalement. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens plantent de plus en plus des espèces qui viennent de plus en plus loin dans le sud. Okay, donc les palmiers, on floresse un peu dans les jardins, les oliviers, etc. Donc on voit que c'est déjà en train d'évoluer. L'impact sur les ravageurs, ça c'est un vrai souci pour l'horticulture notamment. Et l'apparition des premiers pucerons est avancée de 2 à 3 jours par décennie. Ça paraît pas beaucoup, mais 2 à 3 jours, ça peut faire que votre culture elle échoppe ou elle échoppe pas. Le développement d'une génération supplémentaire, j'en ai parlé tout à l'heure, et la meilleure survie hivernale. Donc ça c'est la catastrophe, c'est-à-dire que l'hiver ne détruit pas le ravageur, donc il redémarre au printemps et plus fort. Le décalage temporaire des populations d'auxiliaires et ravageurs cibles, ça manque un peu d'antériorité pour être vraiment modélisé, mais en fait les entomologues se disent qu'on va peut-être avoir des auxiliaires qui ne vont pas démarrer au bon moment de la population de ravageurs. Donc ça veut dire que si les auxiliaires loupent les ravageurs, on va avoir explosé les ravageurs. Et puis, une augmentation du CO2 entraîne une hausse des composés volatiles. En fait, l'augmentation du CO2, elle est déjà, parce que c'est elle qui entraîne le réchauffement climatique. Eh bien, quand il y a plus de CO2 dans l'air, les végétaux émettent plus de composés volatiles, c'est-à-dire, entre guillemets, leur odeur, si vous préférez. C'est ce qui permet aux pucerons de sortir une plante bien azotée. Hop. Et donc, ça va être, les plantes vont devenir plus attractives pour les pucerons. Enfin, je dis pucerons, c'est un exemple. Voilà les conséquences du réchauffement. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une évolution du climat. Ça, c'est alors RCP2, vous embêtez pas avec ça, c'est les scénarios. Les gens du GIEC, là, ils font des scénarios. Si on fait rien pour le réchauffement, voilà ce que ça va faire. Si on fait beaucoup contre le réchauffement, voilà ce que ça va faire. Donc en gros, le RCP 2.6, c'est le plus vertueux. C'est-à-dire si vraiment on fait très gaffe, voilà ce qui va se passer en moyenne. Maintenant, le RCP 8.5, c'est si on fait rien du tout et si on continue à polluer comme ça, voilà ce qui va se passer. D'accord? Donc en fait, vous voyez, 2046, 2065, on a des moyennes de température d'augmentation. Donc oui, il n'y aura pas zéro augmentation, il y aura forcément une augmentation moyenne. Et selon ce qui se passe, eh bien, ça va être plus ou moins fort. L'échaudage, alors ça c'est intéressant parce que c'est une donnée de végétal. Alors c'est pas forcément des végétaux qui nous concernent directement, puisque là on parle de céréales beaucoup. L'échaudage c'est quoi? C'est quand le grain n'arrive pas à se remplir parce qu'il fait trop chaud, parce que les températures du printemps sont trop chaudes. Mais si les céréales sont impactées, on peut deviner que les végétaux horticoles seront impactés aussi. Donc en fait, c'est quoi? C'est dans 3 morceaux de la France, ça a été étudié, et en fait on s'aperçoit que les jours au-dessus de 25 degrés entre avril et juin ont augmenté en fréquence. Et ces jours, plus de 25 degrés entre avril et juin, ça a un impact direct sur le développement du végétal. Ça nuit directement au développement du végétal. Et là, en l'occurrence, sur les céréales, on appelle ça de l'échaudage, ça fait que les céréales ne remplissent pas le temps. Donc ils vont perdre en rendement. Et par contre, ce qui a été du coup avéré pour l'instant, c'est que finalement, tous ces facteurs, la météo, les ravageurs, le débourrement des végétaux par les stades phénologiques, ce qui va être le plus grave finalement pour l'horticulture et l'agriculture demain, c'est le spatial. C'est la difficulté à avoir la ressource en eau au moment où on a le plus besoin. Donc il a été évalué par le GIEC, finalement, c'est ça qui va être le plus impactant pour l'horticulture de demain, et donc du coup pour les aménagements paysagers aussi. C'est-à-dire que, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la palette végétale, elle va devoir s'orienter vers des plantes résistantes aux sectes, parce que c'est ce qui va demain, en termes de réchauffement climatique, être le plus fort. Alors quelques réponses végétales, on y est enfin. L'idée c'est qu'est-ce qu'on peut proposer comme type de végétal
pas forcément des espèces, hein, je ne vais pas vous faire un catalogue d'unions d'espèces. Qu'est-ce qu'on peut proposer un peu comme type de végétal pour répondre à ces trois problématiques, hein, le changement psychologique un peu, le changement politique et puis le changement climatique. Eh bien, pour la partie produire, partager, faire soi-même, je veux faire quelque chose avec les légumes, avec les plantes, eh bien, les fruitiers et les légumes fruits sont une réponse intéressante. On va le voir tout à l'heure en détail. Les aromatiques vivaces et originales sont aussi une réponse. Les gens s'intéressent à leur santé à travers les plantes, donc il y a toute une gamme là, de vivaces et d'aromatiques. Souvent, il y a beaucoup d'aromatiques qui sont méditerranéennes, mais elles sont en plus souvent vivaces, à part le basilic ou des choses comme ça, mais il y a toute une gamme intéressante. Alors pourquoi je choisis les vivaces? Parce qu'on l'a vu, hein, il y a une